merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Nous sommes là pour parler de l'actualité. L'actualité qui est dominée par les travaux d'envergure abattus par l'informateur. Il a clôturé ses travaux durs le samedi 9 mars 2024. Voilà un peu ça. Alors, pour parler de l'actualité sur ce plateau, nous avons comme invité M. Richard Kamanga, champion de masculinité positive, expert électoral de l'EcoFolidaire. Voilà, M. Richard, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. En forme? En forme, madame. Voilà, parlez-nous un peu de votre fonction, de votre responsabilité. Qu'est-ce que vous faites exactement? Champion de masculinité positive, expert électoral de l'EcoFolidaire. Ok, merci. Champion de masculinité positive, c'est en fait un titre qui nous a été décerné par les Nations Unies à travers madame Leila Zerougui, qui en 2018 était secrétaire représentante du secrétaire général des Nations Unies, ici en RDC. En fait, nous avons eu ces titres-là ou cette qualification-là sur base de ce que nous faisons en rapport avec la femme, la jeune fille et toutes les personnes vulnérables. C'était un test qui a été soumis aux Congolais et nous étions en 2018, on était au nombre de 11, dont 6 à Kinshasa et 5 à Goma. Voilà un peu ça. Nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Et si les prochains chefs du gouvernement étaient une femme? Mais ça sera une très bonne chose. Vraiment, ça sera merveilleux si nous avons dans notre pays ici un chef de gouvernement qui est une dame. Parce que vous savez, les dames travaillent avec leur cœur. Donc ça sera vraiment magnifique. Qu'est-ce que la femme peut apporter de particulier qui puisse épater la population, que la taille et la forme du gouvernement puissent répondre aux aspirations, aux attentes de la population? Madame, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, que la dame, c'est la maman, comme nous le disons. La maman porte l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. Donc tous ces sacrifices-là qu'une dame fait pour garder un enfant dans son ventre, et le sacrifice que la dame fera encore quand l'enfant va naître, l'éduquer, l'élever, le nourrir, tout cela. Et si on prend cette dame-là, on lui donne le gouvernement, madame, ça sera que merveille pour tout le peuple. Voilà, l'informateur a clôturé son travail, comme je l'ai signifié le week-end dernier. Il attend maintenant la suite des contentieux électoraux. Mais vous, personnellement, vous pensez que les arrêts de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux bloquent la sortie du gouvernement? Non, je ne le pense pas, madame. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sur le contentieux ne bloquent pas la sortie, du gouvernement. En aucun cas. Explicitez alors. Parce que les contentieux, c'est en rapport avec les élections des députés, des présidents de la République ou quoi là, tout ça. Et cela n'a aucun rapport avec les concertations que vient de mener l'informateur, qui a d'ailleurs clôturé ses travaux le samedi passé, je crois, le 9. Vous voyez que la Cour constitutionnelle est en train de faire son travail en rapport avec le contentieux. Et de l'autre côté, l'informateur a fait son travail pour identifier la majorité. Et il a présenté... Non, mais les rescapés des élections peuvent être aussi utiles dans le gouvernement, dans le prochain gouvernement? Dans une certaine mesure, oui. Nous pouvons le dire dans une certaine mesure. Mais cela ne bloque en rien la sortie du gouvernement. Si le gouvernement est bloqué, je pourrais peut-être dire c'est compte tenu des intérêts individuels des gens, des intérêts personnels. Mesquins? Vous savez que... Des intérêts mesquins? Oui. Vous savez que nous vivons dans un système où c'est maintenant les regroupements politiques et les partis politiques qui contrôlent l'exercice du pouvoir dans ces pays. Vous allez voir, pour aller même dans les institutions de l'État ou les entreprises de l'État, il faut appartenir à un groupement politique X ou il faut appartenir à un parti politique X. Donc ce sont leurs intérêts qui constituent une zone d'ombre
pour la sortie du gouvernement. Chacun veut se positionner. Ce que nous ne voulons pas, nous les Congolais, c'est la gestion chaotique du pays. Comme cela a été déploré, le temps passé qu'on sort. Mais il faut un bon gouvernement. Et un gouvernement en plein exercice. C'est ce que nous attendons tous. Mais comment échapper à tout cela? La seule façon ou la seule voie qui se trace devant nous pour échapper à cette situation, c'est de mener les concertations inclusives. Madame, à ce stade où il y a un camp qui considère avoir gagné un autre camp, les choses ne vont pas avancer. Il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il a gagné l'autre ou qu'un camp pense qu'on les a écartés. Là, les choses ne vont pas marcher. Nous voulons qu'il y ait une concertation alors nationale, qui pourra permettre à ce que nous ayons un gouvernement réellement de solidarité nationale. Il y a la majorité... Concertation entre qui et qui? Mais concertation entre les forces vives du pays. Toutes les forces vives du pays. Pas seulement ceux qui sont au pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir, mais toutes les forces vives du pays. Même nous, de la majorité silencieuse, nous devons être là dans ces concertations. Le pays a encore du temps pour ça, vous pensez? Mais si nous faisons... Et ça va aboutir à des bons résultats ou bien ça va encore... Ça sera mettre encore de l'huile dans le feu? Vous savez, tout ce que nous avons aujourd'hui... Et la sortie du gouvernement va continuer à traîner les pieds. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème dans ces pays, c'est parce que les uns se considèrent comme étant délaissés. Aussi longtemps qu'il y aura toujours ces délaissés-là, des gens qu'on a mis à côté, nous allons toujours continuer dans ces problèmes ici. Voilà pourquoi on doit prendre toutes ces forces vives-là de la nation, le mettre tous ensemble. En fait, ce n'est pas le fait d'être membre du gouvernement pour travailler ou aider son pays, mais on peut ne fût-ce qu'entendre le point de vue de quelqu'un, l'écouter, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a comme projet, et mettre ça sur une table et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'intérêt de tout le monde. Et à ceux qui demeurent des éternels insatisfaits, ça, n'oubliez pas ça aussi. Oui, bien sûr, il y a toujours des éternels insatisfaits, tout comme il y a toujours des éternels qui se cramponnent toujours à être au pouvoir. Donc vous voyez les deux extrêmes là, c'est ce qui pose aussi problème dans notre pays. Il y a un opposant qui a clamé haut et fort. Félix Tshisekedi semble s'élancer sur la voie de s'accaparer de tout le pouvoir. Vous croyez à ça? Madame, le gouvernement a présenté sa démission et nous constatons que le président de la République semble, comme les gens le disent... Ça n'a pas été facile aux membres du gouvernement d'agir comme ça. Voilà. Donc, on penserait que le président de la République, c'est lui qui détient la politique du pays ou c'est lui qui détermine la politique du pays. Non, ce n'est pas ça. La Constitution, dans son article 91, dit que les attributs du gouvernement dans l'alinéa 1 sont, entre autres, la définition de la politique nationale, la politique de la nation, mais en concertation avec le président de la République. Ça, c'est le premier alinéa. Tandis que le deuxième alinéa de la Constitution, de l'article 91 de la Constitution, dit que le gouvernement conduit la politique de la nation. Il résulte clairement, madame, de cette disposition de l'alinéa 1, que le président de la République ne dispose d'aucune compétence juridique pour conduire tout seul la politique du pays. Et tandis que le deuxième alinéa nous fait voir encore que ce n'est pas le travail du président de la République de conduire la politique du pays, mais plutôt c'est le travail du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit conduire la politique du pays. Ça, c'est la Constitution qui le dit. À l'article 69, on reconnaît au président de la République qu'il est le chef
de l'État. Mais on ne dit pas qu'il est le chef de gouvernement. Mais lorsqu'il va avoir la majorité au Parlement, en lui, on sent, c'est comme s'il affiche cette volonté de vouloir diriger toutes les institutions du pays. Non, madame, il violerait alors la Constitution. Il violerait la Constitution, ce qui n'est pas acceptable. En RDC, la Constitution est violée à chaque minute. Hein. Bon, ce n'est pas encourageant, ce n'est pas aussi un souhait. Il s'est dit qu'il est démocrate. Espérons qu'il va respecter scrupuleusement la Constitution. Parce qu'il y a la Commission électorale nationale indépendante Sénat qui a déjà publié le calendrier pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Mais nous les voyons, c'est comme si les partis présidentiels ont des ambitions de dominer même le prochain Sénat. Voilà ce qui nous amène à la partocratie. Nous pensons, nous les Congolais, que ce sont les partis politiques ou les regroupements politiques qui doivent diriger les pays. Non, ce n'est pas ça. Et c'est la tendance qui s'installe maintenant. Les partis politiques croient qu'ils doivent prendre toutes les institutions du pays, diriger les pays, et le peuple sera mis où? Les autres là qui ne font pas la politique, où est-ce qu'ils seront? La tendance, la mouvance présidentielle, bon, c'est comme tout autre regroupement politique, ils cherchent toujours à avoir le commande des institutions. Mais je ne crois pas que ça va nous mener vraiment au bon résultat. Wow. Monsieur Richard, vous êtes champion de masculinité positive. Les listes présentées par le parti politique aux élections des gouverneurs et sénateurs, la représentativité de femmes laisse à désirer. Même pas pour ces élections que nous attendons des gouverneurs, même les élections qui viennent de se passer là, la représentativité des femmes était vraiment minime. Malgré tous les bruits qu'on avait fait, c'était minime. Nous ne savons pas comment expliquer cela. Peut-être que la femme elle-même ne se sent pas capable d'oser, on ne sait pas. Ou peut-être que ce sont les chefs des regroupements politiques ou des partis politiques qui pensent que les femmes ne vont pas leur donner les résultats qu'ils attendent. Mais moi, je pense que c'est une erreur. Ils devaient laisser les femmes postuler ou présenter les candidatures des femmes au même niveau que les hommes, voire même un peu au niveau plus élevé que les candidatures féminines sont quasi inexistantes dans plusieurs circonscriptions électorales, voire même pour ces élections des gouverneurs et des sénateurs qui pointent à l'horizon. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous, en votre casquette de champion de masculinité positive, pour remédier un peu à cette situation? Et surtout que nous sommes au mois de mars, mois de la femme, où les droits de la femme sont revendiqués. Bon, en fait, nous avons constaté, vous savez, madame, le grand nombre des électeurs, ce sont les femmes. Et nous avons constaté que généralement les femmes ne votent pas pour leurs sœurs quand elles sont candidates. Ça, c'est vraiment un constat que nous avons fait. Et nous pensons, si elles pouvaient revoir leur point de vue vis-à-vis des candidatures de leurs sœurs, cela pourrait améliorer les choses. C'est aussi parce que les femmes, disons-les, entre elles deux fois, il y a toujours les courants qui ne passent pas comme il faut. Et ça constitue un handicap pour l'électorat des femmes. Vous voyez, c'est ainsi que les femmes, généralement, quand elles postulent, rares sont celles-là qui sont votées par des femmes. Généralement, ce sont des hommes qui les votent. Les femmes n'aiment pas voter pour les femmes. Nous avons eu des candidates présidentes de la République femmes, mais si vous faites les statistiques pour voir combien de femmes avaient voté pour les candidates femmes, vous allez voir que le pourcentage est vraiment faible. Voilà, nous
Nous attendons à ce que la centrale électorale puisse organiser les élections des gouverneurs et des gouverneurs et des sénateurs. Mais il y a un problème de la recrudescence de la corruption. Comment endiguer les systèmes de corruption qui gangrènent les 26 assemblées provinciales du pays? Madame, vous savez, les gens, quand ils se présentent dans les institutions, maintenant, ils visent l'argent. Ils voient que si je suis élu député, j'aurai 21 dollars, 1000 dollars ou quoi là, 21 millions de dollars, si je suis élu. Alors c'est cet engouement-là à l'argent qui fait qu'ils puissent débourser de l'argent de leur poche pour corrompre. Il corrompt avec l'idée que quand il sera élu, il va récupérer l'argent qu'il a dépensé. La solution est simple. Le travail au niveau des institutions ou le mandat public, nous pensons, si ça devenait gratuit, on ne parlerait plus de corruption. Si on disait par exemple, aujourd'hui, le salaire des députés devient 300 dollars, madame, on ne parlerait plus de la corruption. Et beaucoup de députés qui sont là vont démissionner. Ils sont venus là pour l'argent. Voilà pourquoi ils dépensent beaucoup d'argent pour être votés. Et ces systèmes-là pérennisent la corruption dans le pays, dans tous les niveaux. Qu'on rende seulement cela gratuit et on ne parlerait plus de la corruption au niveau des institutions. Voilà, au sommet de l'État, l'opposition parle d'un véritable douche froide à tous les niveaux, surtout par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Bon, l'opposition est libre de dire ce qu'elle peut dire, c'est son analyse. Même ceux qui sont au pouvoir aussi, ils sont libres de dire ce qu'ils peuvent dire, mais nous pensons qu'il n'y a pas une douche froide. Il n'y a pas une douche froide. À notre niveau, nous avons vu que le président, l'institution président de la République est ouverte à tout le monde. Il y a des consultations, le président reste ouvert, il reçoit tout le monde, il attend tout le monde. Mais cette douche froide-là que l'opposition est en train de dire, bon, je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'elle attend par douche froide-là? Voilà, il y a ceux qui vont plus loin jusqu'à dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, doit instaurer un gouvernement de solidarité nationale en ces temps de guerre pour pacifier et redresser notre pays. Ça va se passer comment? Exactement. Et c'est d'ailleurs notre souhait à nous tous, un gouvernement véritablement de solidarité nationale. Tous les chefs de guerre là qui sont à l'Est doivent être impliqués, doivent être consultés. Même le M23? Ils font la guerre, mais ils le font pourquoi? Il faut d'abord commencer par savoir quel est le motif qui les pousse à faire la guerre. Une guerre qui dure maintenant plus de 25 ans. Mais il faut d'abord les approcher, demander effectivement, ils font cette guerre-là, pourquoi? Et je crois que c'est à partir de là qu'on pourra avoir une lueur de solutions à cette situation que nous traversons. Voilà mon point de vue. Non, mais c'est juste on le sait, s'il y a guerre à l'Est de la RDC, ce sont nos minéraux, les sols et les sous-sols qui intéressent les pays voisins et les grandes puissances. On parle de Paul Kagame, c'est les diables en personne, mais Paul Kagame n'est que le bras séculier des grandes puissances. Mais ces grandes puissances-là étaient ici, ils ont colonisé ces pays. Pourquoi ils n'ont pas volé tous ces minéraux, ils sont partis avec? Ça, c'est ce que nous pensons. Mais le problème de l'Est, c'est un problème purement congolais. C'est vraiment un problème purement congolais. Si vous voyez les chefs de guerre qui sont là, mais ils sont des Congolais. Ce ne sont pas des puissances belges ou françaises qui sont là pour diriger la guerre. Non, ce sont nos frères congolais qui sont là. On peut les approcher, on peut parler avec eux. Et on va trouver une solution. Ce n'est pas que c'est le Rwanda qui est derrière ça. Bien sûr, il peut donner les armes, mais bon, ce n'est pas que c'est le Rwanda qui a installé cette guerre.
ce sont nos propres frères congolais. Et si les Rwandais... Vous dites ça, monsieur Richard Kamanga, parce que Corneille Nangaa et Jean-Jacques Mamba ont adhéré, ils ont formé un mouvement qui travaille en collaboration avec les M23. Alliance du fleuve Congo. Fleuve Congo, voilà. Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo. Mais Corneille Nangaa est de quelle nationalité? C'est un Congolais. C'est un Congolais. Jean-Jacques Mamba également. Oui. Et Corneille Nangaa était même président de la CENI. Donc c'est ce que je dis que madame... Les Congolais lésés vont créer des rébellions. Mais juste, on n'encourage pas ça. Voilà pourquoi nous avons dit que il faut les approcher. Il faut savoir pourquoi font-ils cette guerre ou cette rébellion. C'est à partir de là. C'est pas parce qu'ils se sont sentis perdants quelque part. Non, mais là, c'est vous et moi qui disons ça. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition doivent les approcher. Moi, je dirais même que les gens qui sont dans l'opposition, ils ne doivent pas laisser le pouvoir traiter de cette histoire. Les approcher, ça ne sera pas encourager les mâles, par exemple. Non, mais s'il faut approcher Nangaa, Jean-Jacques Mamba, les autres vont suivre, ne vous en faites pas. Madame, si ton enfant à la maison commet une bêtise et toi tu dis que bon, allez, reste là dans ton coin, tout ça. Vous pensez que c'est ça la solution? Tenir compte de l'ampleur de la bêtise en question. Mais justement, nous tenons compte de l'ampleur de la chose, donc de la guerre. Voilà pourquoi nous devons les approcher, savoir pourquoi ils font cette guerre injuste à leurs propres frères et sœurs. Parce que la guerre là est contre leurs propres frères et sœurs. Tu sais que tu n'es pas touché par cette guerre-là, sa famille n'est pas touchée. Hein? C'est les petits peuples qui souffrent. Mais si aujourd'hui le chef de l'État arrivait à, comme il a dit si haut, à échanger en face avec le président Paul Kagame, ce n'est pas lui le problème. Et les restes des pays limitrophes, parce que moi je ne vois pas que le Rwanda, tous les pays limitrophes de l'Est de la RDC, sont suspectés. Oui, il y a beaucoup de pays que les gens suspectent qu'ils sont impliqués dans cette guerre. Et ce sont eux qui sont en train d'envenimer la situation à l'Est. C'est opportun d'échanger avec eux, mais ces échanges, ça s'est fait, hein, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Mais madame, c'est plus que ces pays-là ont compris la mentalité du Congolais. Ils ont compris. C'est ainsi qu'ils maintiennent cette position. Ils savent que les Congolais aiment l'argent, les Congolais aiment l'ambiance. Donc si nous lui donnons ça, il va nous laisser passer. La SADC est corrompue, l'EAC aussi. Mais certains... Et s'ils sont corrompus par qui exactement? La communauté internationale ou bien par le Rwanda qui nous agresse depuis belle lurette? Je ne dis pas que la SADC est corrompue et l'EAC. Moi, je dis que le Congolais lui-même est corrompu. Parce que des fois, c'est les Congolais qui laissent la porte ouverte à ces gens-là d'entrer dans ce pays. Quand les Congolais est mal payé, quand les Congolais n'est pas bien soigné, quand les Congolais, son enfant ou ses enfants ne sont pas scolarisés, vous pensez si quelqu'un vient présenter à un Congolais comme ça 2 billets de $100, facilement il va laisser la porte ouverte à n'importe qui. La paix à l'est de la RDC passe par quelle solution, Monsieur Richard Kamanga? La paix à l'est de la RDC passe par la concertation. Aussi longtemps que cette concertation-là, franche et ouverte, ne sera pas tenue, la situation va perdurer. C'est parce qu'il y a toujours des mécontents. Et soit dit en passant, j'encourage vivement le peuple congolais qui vit à l'Est. Vraiment, c'est un peuple à féliciter. À voir tout ce qu'ils ont vécu comme atrocité. Et ils continuent de tenir ferme l'intégrité de leur territoire. C'est vraiment une tranche de la population qui mérite vraiment des félicitations de toute la République. Parce que ce n'est pas une messe. L'Est est imperméable, nous craignons la balkanisation au nord-est, au sud-est du pays. Partout ça secoue, ça bouge.
Et on s'est dit, est-ce que le chef de l'État ne sera pas surpris par une surprise désagréable s'il n'arrive pas à veiller sur ses voisins, le voisin de la RDC, et à veiller sur le comportement de la communauté internationale, parce que l'indifférence de cette communauté suscite aussi des réactions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer les ennemis de la République démocratique du Congo et certains politiciens heureux? Madame, vous, les mêmes causes produisant les mêmes effets, prenons l'exemple du Soudan. Il y avait une guerre civile des décennies d'années. En fait des comptes, ils ont dit, bon, il faut vous séparer. Et on a vu le Soudan du Sud et le Soudan actuel. Donc, on a séparé le pays. On va plus loin en Yougoslavie. Guerre civile, jusqu'à la fin. Ils ont dit, non, en tout cas, il faut vous séparer. Et on a divisé la Yougoslavie. Peut-être c'est la crainte que vous avez pour la RDC aussi. Parce que on pense que la communauté internationale tend à cela. Mais avec le peuple congolais, cela ne va pas réussir. Si c'était à réussir ou si c'était à faire, cela se ferait il y a très longtemps. On allait déjà balkaniser la RDC. Mais comme jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait, ça ne se fera pas aussi, rien ne va se faire. La RDC ne sera jamais balkanisée. Tel que nous connaissons le peuple qui vit à l'Est et qui tient ferme à l'intégrité de leur terre, n'espérons pas une telle chose. Voilà, les politiciens actuels nous ramènent le pays à la case de départ. Et là, ça préoccupe plus d'un Congolais. La population se sent abandonnée, abusée, exploitée, méprisée, négligée et opprimée par ces politiciens qui ne visent que leurs intérêts. Voilà, parce que maintenant là, la crise est générale, là, mais il y a ceux qui se retrouvent comme de politiciens, par exemple, ceux qui occupent de postes de responsabilité, ainsi de suite, se retrouvent alors que la population est en train de croupir dans la misère est sans précédent. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Voilà, nous attendons un gouvernement. Selon le calcul, c'est vers fin avril, mai, qu'on aura un gouvernement. C'est vraiment, ça va prendre beaucoup de temps. Et maintenant là, le pays fonctionne en ralenti, sans gouvernement exact. Voilà tout ça là. Au niveau de la chambre basse du Parlement, les élus sont en train de déployer des efforts. Ils sont au niveau après leur validation, après la présence du bureau provisoire, ils sont en train de voir comment il y a la commission pour traiter le règlement intérieur du Parlement qui a été mise en place, et le travail semble se faire rapidement pour qu'il y ait aussi des avancées, que les députés avancent dans leurs tâches, ainsi de suite. Mais comment faire? Qu'est-ce que le chef de l'État peut faire immédiatement pour se rattraper et récupérer les choses et que le pays décolle, que tout arrête de stagner à cause de l'absence d'un gouvernement? Non, mais madame, je vous ai fait lire les articles de la Constitution qui disent que ce n'est pas le chef de l'État qui définit la politique du pays, c'est le gouvernement. Le gouvernement va sortir. Mais vous avez souligné un fait là très important, que les gens se cramponnent toujours au pouvoir, ceux qui sont dans les institutions. Ils sont dans le luxe et le peuple est dans la misère. Mais c'est parce que nous, le peuple, nous avons voulu ça. C'est-à-dire? Si vous regardez, nous sommes en train d'installer dans ces pays, sans le savoir, un système monarchique. Vous allez voir dans les institutions de l'État, dans les entreprises du portefeuille de l'État, vous allez voir qu'il y a les noms des mêmes familles. Depuis Mobutu, vous passez au gouvernement de Musée Laurent Désiré, vous passez au gouvernement de Joseph Kabila, et maintenant au gouvernement de Tshisekedi. Depuis Mobutu, ce sont les mêmes gens, les mêmes noms de famille. Si ce n'est pas le père, c'est le fils, c'est la petite fille, c'est le neveu qui continue. Et c'est comme un bloc
inamovible. Et nous, le peuple, naïvement, quand il y a les élections, nous allons là-bas pour chanter et applaudir. Donc c'est nous qui avons installé ça. Donc c'est à nous, le peuple, de prendre ça à bras le corps et de renverser la donne, de changer les choses. Voilà, espérons que tout ira mieux, de mieux en mieux. Le dimanche 10 mars 2024, le pape a accueilli avec affection les manifestations contre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'était d'abord une messe suivie d'une marche pour dénoncer les massacres de population, le pillage de ressources minières, la guerre et l'instabilité chronique dans la partie est, ainsi que l'indifférence et les silences de la communauté internationale. Voilà encore la situation de l'Est qui n'a pas laissé les souverains pontifes indifférents. Madame, le pape a fait ça et nous avons vu la population qui a soutenu cette action. Mais nous-mêmes au pays, nous faisons quoi? Quand nos sœurs et nos frères meurent à l'Est, à Kinshasa ici, vous allez à Kapela, c'est plein de gens avec des verres de bière. Vous allez à Matongé, c'est plein de gens. Vous venez à Phoenix, plein de gens, bon marché. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ce que les autres font pour nous, qu'est-ce que nous pouvons attendre comme résultat? Moi, je pense que c'est au peuple, rien qu'au peuple, de se mettre debout comme un seul homme. 2 jours, ça sera beaucoup. La guerre là va finir. C'est parce que nous sommes indifférents vis-à-vis de la situation que nous traversons dans ces pays. Et si la solution passait par les armes, les efforts de la population seront vains? Madame, dans toute chose, quand il y a la révolution, ça met fin à tout. Le peuple doit se lever faire une révolution contre cette guerre. Comme la révolution française avait donné des résultats à l'époque, des résultats probables. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une révolution, je crois que la situation va perdurer. Et nos frères qui sont complices dans cette situation, nous les prions de laisser. Ils font souffrir leurs frères pour rien. Voilà, voire même le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine condamne fermement les violations de droits de l'homme commises par les M23 et l'aggravation de l'insécurité. Pas qu'à l'Est, dans toute la RDC, on parle de l'insécurité. À Kinshasa, la résurgence du phénomène Kuluna, ainsi de suite, circuler librement à Kinshasa après 20 heures devient très problème. Devient un très sérieux problème. Tout ça là, ça demeure non résolu, ces problèmes. Et il fait plus beau vivre à Kinshasa et en RDC. Madame, les problèmes sont globaux. Quand les problèmes sont globaux et vous donnez des solutions sectorielles, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Le problème de la RDC, c'est l'homme. Il faut mettre l'homme dans les conditions qu'il faut. Si on mettait l'homme dans les conditions qu'il faut, nous ne parlerons pas de tout ça. Les pays en train de niveler, continuent à niveler vers le bas. Il faut relever des défis sociaux, politico-économiques en quelque sorte. Mais on attend que le gouvernement soit mis en place. Est-ce qu'on peut connaître la taille du gouvernement? Vous proposez quelle taille au prochain gouvernement? Madame, si ça ne dépendait que de nous, le peuple, même un gouvernement de 30 personnes, c'est bon. C'est bon. Vous pensez-vous un peu un gouvernement de 50, 55, 62 personnes? Avec quel budget? Et les budgets que nous avons dans le pays, la moitié de ces budgets-là est consommé par qui? N'est-ce pas que c'est consommé par les institutions? C'est parce que le gouvernement est toujours pléthore.
Vous avez les ministres qui viennent là avec son cabinet, les vice-ministres avec son cabinet. Il faut installer les ministres, il faut installer les vice-ministres. Il n'y a pas un système de continuité. Les ministres sortent, quand ils sortent, tout le mobilier est mis dehors, tout le matériel est mis dehors. Tout ça, ça consomme les budgets de l'État inutilement. Donc, pour nous, un gouvernement de 30 personnes, c'est déjà bon. Et on doit réduire au minimum le salaire des ministres, des députés, du président de la République, de tout le monde. Il faut réduire cela. Et les accords et convenances politiques, ceux qui seront lésés ne vont pas constituer aussi des blocs de problèmes. Non, être lésé en quoi? Avec 30 personnes. Ça serait compliqué de remercier tout le monde. Pour servir son pays, il faut nécessairement être au gouvernement. Ou bien il faut nécessairement être député. Je ne pense pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes en train d'installer une monarchie sans le savoir. Ceux qui se sentent lésés là, vous allez voir, ce sont toujours les mêmes noms qu'on a connus depuis Mobutu. Si pas le père, le fils, le petit-fils, ce sont toujours ces noms-là qui veulent à tout moment, à tout prix, être soit au gouvernement, soit à l'Assemblée nationale, soit PCA des entreprises de l'État. Donc vous voyez, tout ça, ça tire le pays vers le bas. Vraiment. Le train de vie de tous les dirigeants du pays, ça ruine le pays. Nous sommes ruinés à cause de ça. On doit réduire le train de vie de tous les dirigeants du pays. Voilà, le message est passé parce que même pour les candidats gouverneurs, il y a ceux qui fustigent ou sont contre les candidatures, surtout je prends l'exemple de la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, sa candidature est fustigée par d'aucuns sous prétexte que selon la loi, il ne doit plus postuler parce qu'il se retrouve là déjà à plusieurs mandats. Alors, elle a intérêt à faire autre chose que gérer là-bas, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des problèmes, des conflits aussi à gérer. On parle d'autre chose parce que nous sommes presque à la fin. La GED s'insurge contre les accusations sans preuve du ministère public qui a acquis 20 ans de prison contre notre confrère, le journaliste Bouchakira. Votre opinion, M. Richard Kamanga? En tout cas, dès le premier jour... Déjà, il a fait 6 mois de détention. Oui. Ça, c'est pas peu. Dès le premier jour, quand on avait appris son arrestation, ça nous avait beaucoup affecté parce que c'est un monsieur que nous connaissons. On connaît bien Bouchakira de Actu.cd. Il travaille avec Ligodi. Je pense... bon, la justice s'est prononcée. Je crois que le problème n'est pas encore clos. Les dossiers continuent toujours. Nous pensons que notre justice reviendra à la raison et notre jeune frère sera libéré. Ça sent de l'acharnement, mais pour quel intérêt? C'est un simple journaliste qui fait son travail avec passion, ainsi de suite. Pourquoi cet acharnement pour un paisible jeune monsieur qui se débrouille avec ça, son métier, il arrive à nouer les débuts du mois, 6 mois déjà de tenue. C'est un problème. Ça ne nous laisse pas, nous les collègues des services, nous les collègues, confrères, consoeurs, journalistes, indifférents. C'est un problème purement politique. On voulait qu'il ferme sa bouche, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'Est, partout, que les journalistes n'en parlaient pas. C'est une façon de museler la presse. Voilà, Monsieur Richard Kamanga, c'est notre invité de ce soir. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Richard est champion de masculinité positive, expert électoral de l'Eco-Fort Leader. Voilà un peu ça. Parce que nous sommes à la fin de notre mission. Un message particulier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que vous aimeriez parler, un peu de mots. S'il n'y en a pas, votre message chute. Ok. Pour ce mois de la femme, nous interpellons beaucoup plus les jeunes filles à acquérir des compétences pratiques qui vont leur permettre d'affronter la vie d'adulte, entre autres. Savoir bien lire et écrire, savoir communiquer,
savoir tenir une maison et être autonome. À toutes les jeunes filles de la RDC, vraiment notre souhait est celui-là, d'acquérir les compétences pratiques pour la vie d'adulte. Et les vieilles poules, hein? Ah oui, Nous, hein. nous Il y a travaillons pas un à- message pour les vieilles poules? si on veut que les vieilles poules soient à l'aise, il faut préparer les jeunes poules. Ok. Voilà pourquoi, en préparant les jeunes poules, quand ils deviendront vieilles, ça sera magnifique. Voilà, c'est la fin de l'émission Le Rendez-vous. Dès ce soir, notre invité pour nous, ceux qui nous ont pris en cours, c'est monsieur Richard Kamanga, champion de masculinité positive, expert électoral de l'Eco for Leader. Voilà, c'était un plaisir énorme de changer avec vous. Vous avez répondu à toutes les questions prévues pour ces numéros. C'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Vous voulez participer à cette émission, nous sommes joignables au 081 94 95 181. La rediffusion de cette émission, c'est le samedi à 13h. Une bonne soirée à tous et chacun.